Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va tester un nouveau format, ouais encore un, pour ce qui devrait être un rendez-vous hebdomadaire où je traite en vrac de ce que j'ai lu en matière de comics dans le courant de la semaine, que ce soit mes derniers achats ou mes relectures de vieux trucs, le tout dans un format moins écrit que les autres vidéos que je fais pour la chaîne. Donc, pardon d'avance si je perds le fil, si je bredouille ou si je me répète, l'idée pour moi c'est de faire une vidéo relativement rapidement et de vous donner à voir un max de planches des comics dont je parle plutôt que ma tronche. Donc, si tout va bien, la vidéo devrait être disponible dimanche en début de soirée. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle j'arrive à uploader cette vidéo, mais a priori je vise ce créneau horaire, le dimanche soir, chaque semaine. Donc, comme c'est un prototype, j'espère qu'on va éviter autant que possible les pins techniques. Si jamais la qualité du son, de l'image ou de l'éclairage vous semble pas terrible, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. Je verrai comment améliorer ça dans les prochains épisodes. Et donc, on commence ce premier numéro avec le retour de Comic Box. Comic Box, donc numéro 1, la revue de Xavier Fournier, qui revient chez Huggin et Menin. Comic Box qui avait cessé de paraître en 2017, avec son numéro 104. Alors, Xavier Fournier n'est pas resté inactif entre-temps, on lui doit notamment plusieurs bouquins, qu'il avait fait chez Huggin et Menin, un bouquin sur les super-héros français notamment, et il avait fait aussi un bouquin magnifique que je conseille vraiment sur Jack Kirby, qui s'appelle Kirby Sphere, où il passe en revue différents comics de Kirby sur plusieurs décennies, et où il analyse l'évolution de Kirby au fil des décennies. C'est assez pointu, mais si vous vous intéressez à Kirby, c'est un truc à lire absolument. Kirby Sphere, c'était paru aux éditions Corette. Alors, Comic Box, donc le numéro 1, on a eu en début d'année un financement participatif sur Ulule qui avait été lancé, qui a largement rempli ces critères. Je crois qu'ils ont fait plus de 200% de ce dont ils avaient besoin pour lancer ce premier numéro. Et donc c'est un comic box nouvelle formule au format MOOC, donc une espèce d'hybride entre le magazine et la revue, et qui sera donc semestriel. On en aura 2 par an, et ce numéro 1 est sorti fin octobre, avec plus de 200 pages au sommaire. Et donc, ce qu'on va faire, on va passer en revue le sommaire de ce premier numéro, qui est donc consacré, la thématique principale, c'est le multivers. Donc, avec une couverture qui s'adresse autant aux fans de comics qu'à ceux qui ont découvert les super-héros à travers le cinéma. Et on a donc l'édito de Xavier Fournier sur la renaissance de Comic Box. Et un sommaire vraiment très copieux, qui commence donc par une sorte d'introduction au multivers, qui resitue l'utilisation du concept dans les comics depuis les années 40-50. C'est beaucoup plus vieux que ce qu'on peut imaginer a priori quand on connaît que les choses récentes qui ont été faites autour de ce thème. Donc Xavier Fournier nous fait une histoire du multivers dans les comics, chez DC Comics, chez Marvel Comics. On a ensuite un hommage à Georges Pérez qui nous a quittés cette année. C'est le premier il y a 3 hommages sur les grands disparus de cette année. Donc un article qui retrace la carrière de Georges Pérez depuis les années 70 et ses premiers travaux chez Marvel. Évidemment, ses travaux chez DC Comics aussi. Et puis, sur des œuvres aussi plus personnelles, qui n'ont pas forcément bien marché, mais qui sont pas inintéressantes, comme Sirens. Ensuite, on a
Alors c'est quasiment le seul article qui concerne pas des comics de super-héros. C'est le Déplacement de Joshua Cotter, qui est paru en France aux éditions Ça et Là. Alors qu'il n'y a pas forcément un graphisme très facile, mais l'article est vraiment intéressant et j'ai pas lu cette BD, mais j'aimerais bien y jeter un œil en tout cas. Ensuite, première interview du numéro, c'est celle de Bill Sienkiewicz. Interview réalisée par Liz Benkemoun, alors elle fait pas toutes les interviews, mais la majorité d'entre elles, c'est elle. Et une interview intéressante où vraiment il discute de tout un tas de choses. C'est pas tout à fait une interview carrière. Ça parle de travaux qu'a pu faire Sienkiewicz au fil des années. Ça parle aussi de la situation des comics actuellement. Ça part un peu dans tous les sens, mais c'est quand même vachement vivant comme interview. Ensuite, rubrique qu'on retrouve dans Comic Box, c'est le héros oublié, qui devra en fait s'appeler le héros dont vous avez jamais entendu parler. J'avoue que c'est mon cas pour ce personnage qui s'appelle Sonic, personnage des années 80 chez DC Comics, qui a fait quelques apparitions dans World's Finest avec Superman et Batman. Personnage noir à une époque où il n'y en avait quand même pas des kilos, et qui a quasiment disparu après ces quelques apparitions aux côtés de Superman. Ensuite, on a un des gros morceaux de ce numéro. C'est un dossier consacré au Spider-Verse. Alors, évidemment, le Spider-Verse, ces dernières années, on l'a beaucoup vu chez Marvel, mais l'article s'arrête pas là. Il va vraiment aux origines du concept et de la manière dont il a été traité dans les séries Spider-Man. Et on l'a, alors, par exemple, on a voilà, cette couverture de Not Brand Itch avec une caricature de Spider-Man. On a une version télévisée dont j'avais jamais entendu parler, qui est juste là, avec un Spider-Man qui s'exprimait par bulles à l'écran, qui parlait pas. C'était pour apprendre aux gamins à lire aux États-Unis. On a évidemment la version dessin animé de la fin des années 60. On a la version pour gamins qui paraissait dans Speedy en France. La version What If. On a vraiment un gros boulot sur le thème, et qui, in fine, fait aussi le lien avec le traitement de ce thème au cinéma, avec évidemment le dernier film de Spider-Man, mais aussi l'excellent animé Spider-Man New Generation. Ensuite, on retrouve à nouveau une rubrique qu'on a beaucoup vue dans Comics Box, dans la version précédente, c'est les planches contact, avec la française Marguerite Sauvage, qui commande quelques-unes de ces planches. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment très réussi. Cyberforce, ça c'est pour les fans des années 90, un historique de l'édition de Cyberforce aux États-Unis, les différents relaunchs. Cyberforce qui reparaît en France aux éditions Réflexion. Le premier tome est annoncé pour fin novembre. Pour ceux qui aiment cette série, j'en fais pas vraiment partie, mais bon voilà. Alors, une nouvelle rubrique, mais avec des choses qu'on a déjà lues, s'appelle Comic Box Classique. Il y a une partie de la revue qui est consacrée à la réédition d'articles qui étaient déjà parus dans Comic Box, mais dans des versions qui ont été mises à jour à chaque fois, plus ou moins, en fonction du sujet. Donc, ce premier Comic Box Classique, eh ben, c'est le crossover Blackest Night, qui était paru chez DC Comics. Crossover, la série de Donny Cates et Geoff Shaw, et quelques autres invités aussi. J'ai fait une vidéo sur la série. Franchement, je suis pas enthousiaste. Alors, clairement, Xavier Fournier a beaucoup plus apprécié que moi. Donc, je conseille de lire ça, comme ça vous ferez une idée différente sur la question. Une interview avec Christopher Cantwell. Là aussi, Cantwell, j'ai parlé sur la chaîne de son comic book Everything,
Cantwell qui bosse aussi chez Marvel sur Iron Man. Franchement, je trouve ça vraiment chiant. Everything, par contre, c'est une lecture que je recommande vraiment. C'est de la vraie très bonne SF. Donc, l'interview passe en revue ses différents travaux actuels chez Marvel. Principalement chez Marvel, et puis un peu voilà, ce qu'il peut faire à côté. Jeff Lemire, là à nouveau, on retourne sur le thème du multivers, qui est quand même assez important dans l'œuvre de Jeff Lemire. Donc l'article passe en revue une bonne partie de son œuvre. Alors s'intéresse quand même davantage à ce qu'il a fait chez Marvel et chez DC Comics que à ses travaux en indé. Et le tout est vraiment traité sous le filtre du multivers. Ensuite, à nouveau planche contact, cette fois consacrée à Michael Gaydos. Un article sur Umbrella Academy qui s'intéresse davantage à la série télé que à la bande dessinée. Une interview de Jason Aaron qui là aussi s'intéresse à ses travaux récents. Donc une bonne partie est consacrée à sa série en cours sur Punisher, qui n'est pas encore parue en France, que je trouve vraiment intéressante. Du coup, je découvre en lisant l'interview que ce sera une maxi-série en 12 numéros. Je pensais que c'était une série sans fin prévisible. Évidemment, il est question de Thor. Il est question pas mal de son travail sur Avengers, que je trouve pas réussi. Et puis, bon, Conan, qui s'est terminé, et ses travaux en indé, The Goddamn, qu'il faut lire absolument. J'ai fait aussi une vidéo sur The Goddamn, c'est vraiment une des meilleures choses à lire cette année en matière de comics. Flashpoint, eh ben, là aussi, c'est une reprise d'un article qui était déjà paru dans Comic Box, mais évidemment, là, étant donné le thème du multivers, ça s'impose. En plus, il y a des choses qui sont parues depuis avec le label Flashpoint. Donc on a une mise à jour de l'article. Cult Corner, ça j'avoue que c'est la rubrique qui m'intéresse le moins, c'est consacré aux figurines. Avec quand même, j'avoue que voilà, il y a 4 pages sur un fabricant de diorama. C'est vrai que, bon, sur les photos, on a de très jolies choses. Après, voilà, les figurines, je m'en fous un petit peu. Encore une reprise d'une interview de Len Wayne, qui était déjà parue, et qui fait un retour sur l'ensemble de la carrière de Len Wayne, avec sa création de Swamp Thing, avec évidemment la création des nouveaux X-Men. Son travail éditorial aussi, il a bossé, c'était lui l'éditeur de Watchmen. D'ailleurs, j'ai découvert dans cette interview qu'il n'était pas d'accord avec la fin la conclusion du récit d'Alan Moore, et du coup, il n'apparaît pas en tant qu'éditeur sur le dernier numéro de la série. Évidemment, son travail aussi sur Crisis on Infinite Earths. Immortal Hulk, un très bon article, alors qui n'est pas signé Xavier Fournier, celui-ci. C'est un article d'Antoine Morel, qui voilà une analyse de cette série de Al Ewing, faudra que j'en reparle à un moment ou un autre sur la chaîne. C'est vraiment une des meilleures choses qui a été faite chez Marvel ces dernières années. Secret Wars, encore un article qui est repris d'anciens numéros, avec une grosse mise à jour, notamment liée à l'utilisation du concept dans les films Marvel. Gros article. Une interview de Kelly Thompson, où il est question principalement de ses travaux les plus récents. Black Widow, qui était vachement bien, qui s'est arrêté chez Marvel. Et puis son travail qui continue sur Captain Marvel. Team Sale, deuxième hommage du numéro, avec une petite récap en deux pages de sa carrière, et puis ils ont repris
Le Planche Contact qu'il avait fait il y a quelques années, enfin même un bon paquet d'années, dans Comic Box. Spawn, ben voilà, pour ceux qui ont aimé Cyberforce, il y a aussi un article sur Spawn pour les fans des années 90, qui fait un peu le point sur la série, qui a abordé surtout du point de vue éditorial, comment Todd McFarlane, à intervalles réguliers, a essayé de relancer l'intérêt pour la série, sans y arriver forcément. Là, la série qui maintenant a des spin-offs, King Spawn, Gunslinger Spawn, et j'ai oublié le nom du troisième. Et puis qui revient aussi sur les embrouilles de Todd McFarlane avec la moitié de la profession, que ce soit voilà, avec Neil Gaiman, avec Eric Larson qui avait repris la série à un moment, Brian Michael Bendis qui avait bossé sur les séries avant de partir en claquant la porte, Ramvi, interview de Ramvi, qui passe en revue un peu toute sa carrière. C'est vrai qu'il a quand même un large spectre qui va de toutes les morts de Laila Starr jusqu'à Venom, c'est dire si voilà, il s'essaie un peu à tous les genres. Interview vraiment intéressante. Un excellent article basé sur le projet 5G, qui était une idée d'Anne Didio de relancer toutes les séries DC Comics en 2019-2020 en confiant les rênes de l'univers DC à la nouvelle génération. Et donc Xavier Fournier revient sur, alors non seulement sur ce projet, mais un peu sur toutes les différentes tentatives de relaunch qu'il y a eu chez DC Comics depuis 15 ans. Et que ce soit The New 52 ou le Rebirth. Et c'est assez symptomatique des problèmes de DC Comics depuis un bon paquet d'années, à essayer d'attirer, à la fois d'attirer un nouveau public et en même temps de ne pas jeter à la poubelle 80 années de continuité. Et voilà, c'est le genre de problème qui plombe DC Comics depuis longtemps. L'article synthétise vraiment ça de manière extrêmement intéressante. Imaginarium, une rubrique qui est signée Bernard Dato, qui s'intéresse en fait à l'influence sur les comics du personnage du détective privé dans les polars hardboiled, les polars, les romans noirs de Dashiell Hammett, Raymond Chandler, qui date de la fin des années 20, début des années 30, et comment ça a eu un impact vraiment sur les comics à l'époque. Enfin, à l'époque de la création des comics, donc dans les années 40. Une interview de Chip Zdarsky qui s'intéresse là aussi plutôt à ses travaux récents, en particulier son travail sur Batman, qui n'est pas encore paru en France, et puis son travail sur Daredevil. On approche de la fin. Et puis voilà, c'est ces titres en indé aussi, chez Image Comics essentiellement. Un hommage à Neil Adams, qui revient sur ce qu'il a apporté aux comics. C'est vrai qu'il a apporté énormément de choses. Il a vraiment fait évoluer le médium dans les années 60. Il y a une magnifique planche du Superman contre Mohamed Ali, qui revient aussi sur notamment la controverse qu'il a eue avec Roy Thomas sur leur collaboration ou sur Avengers et sur les X-Men, où Neil Adams estime que c'est lui qui a à peu près tout fait, et que Roy Thomas se contentait de faire les dialogues. Une petite page Smart Guide. Alors ça remplace la rubrique qui était consacrée aux nouveautés à l'époque où Comic Box était bimestriel. Donc là, en gros, c'est pour chacun des articles de la revue, c'est renvoyer le lecteur à des choses qui sont parues. De préférence, alors ils insistent plutôt sur des titres qui sont encore disponibles en librairie. C'est pas toujours le cas. Je prends par exemple là sur Sienkiewicz, Electra Assassin, voilà, c'est épuisé. Donc pour le trouver, il faut aller chercher du côté de l'occasion, et ça peut être des fois très très cher. Et enfin, encore un classique de Comic Box, le Dr Psycho, avec un article, La routine de retour, qui s'intéresse au thème de la résurrection dans les comics. Alors pour un retour de Comics Box, forcément ça s'imposait.
L'article s'intéresse essentiellement aux X-Men et à la manière dont les mutants ont réussi à vaincre la mort sur Krakoa. On a aussi, dans l'univers de Batman, les puits de Lazare, qui sont quand même un outil qui est régulièrement utilisé. Et puis voilà, on a fait le tour de la bête. Donc, c'est 19,95 € avec jaquette. Vous aurez le droit d'aller vous faire dédicacer la couverture en dessous. Franchement, voilà, premier numéro vraiment très bien. Enfin voilà, c'est du Xavier Fournier, donc il n'y a pas de surprise. C'est carré, c'est vraiment... Les articles sont très bons. Il y a peut-être un petit peu trop de réédition. Il y a quand même, il y a 40 pages rééditées sur un peu plus de 200. Bon, mais là, c'est le vieux con qui parle et qui a toute la collection des comic box. Voilà, si vous vous intéressez aux comics, c'est quand même la lecture incontournable du moment. Comic box 19,95 € chez Huggin et Munin. On est impatient de lire le numéro 2. À part ça, un petit mot sur la réédition de Zombie World chez 404 Graphiques, réédition pour le 25e anniversaire du récit. La mini-série, c'était paru à l'époque, sorti en 97 aux États-Unis, en 3 numéros. C'était paru en France en 98 chez Albin Michel, dans une édition noir et blanc que j'ai pas. Donc c'était l'occasion de reprendre cette série, écrite par Mike Mignola et dessinée par Pat McKeown. Alors, Zombie World, donc ça date de 97. Mike Mignola avait sorti la première série Hellboy en 94. On est 3 ans après, il avait fait quelques autres récits, plus une deuxième mini-série. On est dans un univers, voilà, il y a des ressemblances avec l'univers d'Hellboy. On est dans le fantastique horrifique, il y a des influences Lovecraftiennes. On a une intro qui se passe, voilà, en Hyperborée. L'Hyperborée, voilà, c'est un pays mythique qui a été beaucoup utilisé par Lovecraft, par Clark Ashton Smith, par Robert Howard dans Conan, situe une partie des aventures de Conan en Hyperborée. Donc l'histoire, ça raconte le retour dans le monde contemporain d'un nécromancien originaire de l'Hyperborée qui s'appelle Azul Gotha et qui est revenu pour semer le chaos sur Terre. Et on va avoir pendant les 3 épisodes une espèce de course-poursuite entre ce nécromancien et une équipe qui est chargée de l'arrêter. Donc on a vraiment... au niveau du scénario, c'est du Mike Mignola. On retrouve les mêmes influences que dans Hellboy. Ce qui est intéressant et particulier, c'est vraiment le travail de Pat McKeown, qui est un dessinateur canadien. Je connais pas beaucoup de comics sur lesquels il a travaillé. Il a bossé sur Grendel notamment. Et sa production dans le monde des comics, c'est vraiment, elle se limite aux années 90. J'ai quasiment rien trouvé plus récent. Et c'est un dessin qui, ce qui est étonnant pour un dessinateur canadien, c'est très influencé par le franco-belge et en particulier par la ligne claire franco-belge, par Hergé et par un dessinateur comme Yves Chaland, par exemple. C'est quelqu'un qui cite dans sa préface. Mais par moments, voilà, on pense aussi à Tardy sur Adèle Blanc-Sec. On pense, en lisant le truc, à Blake et Mortimer. Il y a même un des personnages qui, à un moment, s'exclame « By Jove !» Et donc, on a des espèces de spécialistes du surnaturel qui vont pourchasser ce nécromancien Azul Gotha au fil de l'histoire.
et un dessin qui est donc vraiment très très inspiré par le franco-belge, avec en même temps, on a une approche de la planche qui est assez différente, on a un storytelling qui est très différent, on a des cases qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus proches de la manière dont on aborde la planche aux États-Unis. Et puis il y a aussi une vraie influence de Mike Mignola sur certaines planches avec voilà, un travail sur les ombres, de grands aplats noirs comme ça. C'est super dynamique, c'est vachement bien rythmé. Alors, là je montre que les premières pages pour rien vous spoiler. Le truc c'est que l'histoire est relativement courte, c'est 3 épisodes, ça fait moins de 80 pages le bouquin. Clairement, l'histoire appelait une suite qui n'a jamais été faite. Ils se sont arrêtés là. On a une postface de Mike Mignola. La préface à l'inverse est signée de Pat McKeown. Elle est là. Et puis on a, en plus de l'histoire, voilà, on a un carnet de croquis commenté par Pat McKeown avec des planches qui sont assez superbes. Lui-même reconnaît que certains des croquis sont finalement encore mieux que le résultat final. Par exemple, ça, c'est quand même de toute beauté sur la page de droite, c'est assez magnifique. Donc voilà, si vous n'avez jamais lu, je conseille vraiment Zombie World, le champion des vers. Mike Mignola, Pat McKeown, c'est paru donc chez 404 Graphiques, et ça se trouve au prix de 14 €. Dernière sortie de la semaine, Meurtre télécommandé de Paul Kirchner et Jan Willem van de Wetering. C'est paru aux éditions Tanabis. Alors, c'est pas la première fois que les éditions Tanabis s'intéressent au travail de Paul Kirchner. Je crois que c'est même le 5e ou 6e volume qui lui consacre depuis une bonne demi-douzaine d'années. Ils avaient notamment, je l'ai ici, ils avaient sorti un espèce de best-of il y a quelques années qui s'appelait En attendant l'apocalypse, travaux choisis entre 1974 et 2014, avec voilà, des courts récits, des choses voilà, dans le style surréaliste typique de Paul Kirchner. Et on avait notamment, alors attention, YouTube aime pas ça, il y a des femmes nues, attention, oula. On a les aventures du Dope Rider notamment, et je viens de découvrir qu'en fait, Tanabis a sorti l'an dernier une intégrale du Dope Rider de Paul Kirchner, que je n'ai pas, mais que je vais tâcher de me procurer dans les meilleurs délais. Si ça, c'est pas du drouiller, la page de gauche, franchement. Donc, revenons à la dernière sortie. Meurtre télécommandé, donc dessiné par Paul Kirchner et scénarisé par Jan Willem van de Wetering. Alors, j'ai tiqué sur le nom parce que Van de Wetering, ça me disait quand même quelque chose. Et vérification faite, effectivement, c'est un écrivain de romans policiers, principalement, qui a été publié chez Rivage Noir en France. Alors, j'en ai pas à vous montrer. J'en ai jamais lu, mais c'est vrai qu'après avoir lu cette histoire Meurtre télécommandé, j'irais bien faire un tour du côté de ces polars. C'est un scénariste qui est né aux Pays-Bas, mais il a vécu la majeure partie de sa vie aux États-Unis. Et cette histoire Meurtre télécommandé, ça se passe dans le Maine, donc vraiment tout au nord-est des États-Unis. Et ça commence avec l'histoire d'un gros patron qui est venu s'installer dans la région pour construire une raffinerie de pétrole et qui va, pendant une partie de pêche, se faire attaquer par un avion téléguidé. Il va se faire tuer. Et à partir de là, autour du lac où le patron était en train de pêcher, il y a 4 personnes qui vivent et qui vont être les principaux suspects de cette affaire. Alors on a un agriculteur, on a une jeune femme qui vit toute seule dans sa maison, on a un paraplégique qui vit entouré de ses assistantes, et on a une ancienne star d'Hollywood
qui vit avec son majordome allemand. Et on a un policier qu'on découvre là qui est chargé d'enquêter sur le crime. C'est déjà bizarre au premier abord et ça va très vite devenir encore plus bizarre au fil des pages. On a vraiment... Alors malgré le noir et blanc, c'est une œuvre qui est absolument psychédélique, où tout à coup on a la réalité qui se transforme et qui devient une espèce de vision surréaliste. Oups, oh là là. Une vision surréaliste et totalement hallucinée. Et c'est... ça donne droit à des planches que je trouve absolument géniales. Alors effectivement, quand on voit la composition du truc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il prenait Paul Kirchner pour faire des dessins comme ça? La réponse, c'est absolument rien, quoi. Le type prenait pas de drogue. En plus, voilà, c'est un travail, il travaillait à partir de photographie. C'est un travail super précis, super minutieux, et qui sans arrêt, voilà, se part vers le surréaliste. Alors, il y a une... hop, on saute. Voilà, il y a une longue postface de Paul Kirchner sur comment il a rencontré Jan Willem van de Wetering, comment ils ont travaillé ensemble, et qui est vraiment intéressante. Oups là. Ouais, je crois que YouTube aime pas trop quand on montre des femmes nues. Donc, je fais gaffe quand je tourne les pages. Le truc est vraiment... Si vous connaissez pas Paul Kirchner, là je pense que c'est une histoire complète. Il a essentiellement travaillé sur des récits courts. Il a fait énormément de couvertures, notamment dans les travaux choisis. On a des couvertures pour des revues adultes qu'il illustrait. J'essaie de vous trouver encore un truc bien barré. Ouh là là, non. Ouais, bon, on va fermer ça avant de se faire interdire. Donc, Meurtre télécommandé de Jan Willem van de Wetering et Paul Kirchner. C'est donc paru aux éditions Tanabis. Et, alors c'est pas marqué dessus, ça vaut 23 €. Et je conseille vraiment, si vous voulez découvrir un truc très original, ça le fait, franchement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hop. Eh ben, rendez-vous très vite sur Comics Code. La semaine prochaine, alors je vais tâcher de poster une vidéo mercredi prochain. Je sais pas encore sur quoi. J'ai une petite idée, mais bon, j'ai encore le temps de changer d'avis d'ici là. Et puis, dimanche, le deuxième épisode d'Une semaine en comics. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et surtout, vous pouvez lire des comics. Soyez sages et à bientôt.